On ne se pose pas la question tous les jours, mais qu'est-ce qu'un chat, un oiseau et un poisson peuvent bien avoir en commun? La réponse, vous allez voir, est bien plus surprenante qu'il n'y paraît. Elle nous emmène dans une véritable enquête sur les origines de la vie elle-même. Alors, regardons nos premiers suspects. D'un côté, on a la patte avant d'un chat, super efficace pour marcher, courir, grimper. De l'autre, l'aile d'un pigeon, une petite merveille d'aérodynamisme faite pour voler. Au premier coup d'œil, franchement, ces deux-là n'ont rien à voir. Chacun est spécialisé pour une fonction complètement différente. La question peut donc paraître un peu folle, non? Est-ce qu'il peut vraiment y avoir un lien, un point commun, entre une patte faite pour le sol et une aile faite pour les airs? C'est tout le mystère qu'on va essayer de résoudre ensemble. Allez, c'est parti pour notre enquête. Pour cette première partie, on va jouer les détectives de l'évolution. Notre mission, chercher le moindre indice qui pourrait révéler un air de famille. Et c'est là que ça devient fascinant. Si on regarde à l'intérieur, sous la peau, les muscles, la surprise est totale. Que ce soit la patte, l'aile ou même la nageoire d'un poisson, tous ces membres sont bâtis sur le même plan. C'est fou, mais on retrouve toujours les mêmes os, dans le même ordre. Un os unique au départ, l'humérus, puis deux os, le radius et le cubitus, et enfin un ensemble d'os plus petits pour la main ou l'aile. C'est comme s'ils partageaient le même plan d'architecte. Mais alors, comment on explique cette ressemblance cachée? Eh bien, la science propose une idée toute simple, mais incroyablement puissante, celle d'un ancêtre commun. L'hypothèse, c'est qu'il y a très très longtemps, un de leurs aïeux possédait déjà ce membre de base, et il l'a transmis à tous ses descendants. Au fil du temps, bien sûr, chacun l'a un peu modifié pour l'adapter à sa vie, que ce soit pour marcher, nager ou voler. D'accord, l'idée d'un ancêtre commun est séduisante. Mais si cet ancêtre a vraiment existé, où sont les preuves? Pour ça, il faut faire un bond dans le passé. C'est notre deuxième section, on part sur la piste de l'ancêtre. Nos meilleurs indices, ce sont les fossiles. Il faut vraiment les imaginer comme des portraits robots du passé. Ce ne sont pas des photos parfaites, évidemment, mais ce sont des témoins incroyables qui nous donnent des infos capitales sur les créatures qui peuplaient la Terre il y a des millions d'années. Et ces portraits robots nous racontent une histoire dingue. Regardez ces deux exemples. À gauche, le sténoptéron. C'est un poisson vieux de 385 millions d'années. Et quand on regarde dans sa nageoire, on voit déjà une ébauche des os dont on parlait. Le mérus, le radius, le cubito. Et maintenant, à droite, voici l'Ichthyostega. Il est un peu plus récent. Il a les mêmes os, mais chez lui, ils se sont allongés, transformés pour former une vraie patte, avec des doigts. On a là, sous nos yeux, la preuve d'une transition incroyable de la nageoire à la patte. Bon, on a des os, des fossiles, un tas d'indices, mais comment les scientifiques mettent-ils de l'ordre dans tout ça pour que ça ait un sens? C'est ce qu'on va voir dans notre troisième partie, comment on construit l'arbre du vivant. En fait, la méthode est très logique. Ça commence par un grand tableau, une sorte de grille d'analyse. Pour chaque espèce qu'on étudie, on note simplement la présence ou l'absence d'un caractère particulier. Est-ce qu'il a des doigts? Oui, non. Est-ce qu'il a des plumes? Oui, non. C'est un travail de comparaison méthodique, rigoureux, mais qui va nous permettre de tout clarifier. Et une fois que ce tableau est rempli, toutes ces informations permettent de dessiner ce qu'on appelle un arbre de parenté. C'est une sorte d'arbre généalogique géant. Le principe est simple, plus deux espèces partagent de caractères en commun, plus elles seront proches l'une de l'autre sur l'arbre. Et cet arbre nous montre clairement que le chat et le pigeon, malgré leurs différences, sont bien plus proches parents entre eux qu'ils ne le sont de ce vieux poisson, le sténoptéron. Ce qui est génial avec cette méthode, c'est qu'elle marche pour tous les êtres vivants. Et donc, ça nous amène à la question qui nous brûle les lèvres. Et nous, les humains, où est-ce qu'on se situe dans tout ça? C'est notre quatrième section, notre place dans l'arbre. Pour le savoir, il suffit d'appliquer la même méthode et de se comparer à nos plus proches parents actuels, les chimpanzés. Et là, pas besoin d'être un expert, la ressemblance entre nos mains est juste bluffante. Ce fameux pouce opposable, qui nous permet de manipuler des outils avec une précision incroyable, on le partage avec eux. C'est un héritage direct de notre ancêtre commun. Si on compare les crânes, c'est la même histoire. On voit un air de famille évident, mais aussi des différences bien marquées qui racontent notre propre évolution. La plus notable, c'est bien sûr la capacité crânienne. Ce volume plus important pour le cerveau, c'est l'une des caractéristiques qui définissent le mieux la lignée humaine et notre trajectoire si particulière. Et cette lignée, elle a une longue histoire. Cette frise, c'est un petit aperçu de nos ancêtres et cousins sur les 6 derniers millions d'années. De l'aurorine aux australopithèques, en passant par les différentes espèces du genre Homo, comme Homo habilis ou Homo erectus. On réalise qu'on est en fait la toute dernière branche d'un buisson familial qui était, autrefois, beaucoup plus touffu. Alors, au final, que faut-il retenir de tout ça? Si on prend un peu de recul et qu'on regarde la vue d'ensemble, une idée assez vertigineuse commence à se dessiner. Et c'est notre conclusion. Nous formons une seule et même famille.
Oui, parce que cette méthode de l'arbre, si on l'applique à tout ce qui vit sur Terre et qu'on remonte le temps, encore et encore, toutes les branches, que ce soit les animaux, les plantes, les champignons et même les bactéries, finissent par se rejoindre. Elles convergent toutes vers un seul et unique point de départ, un tronc commun. Les scientifiques lui ont donné un petit nom, LUCA, pour Last Universal Common Ancestor. C'est le dernier ancêtre commun universel, l'origine de toute la vie sur Terre. Et ça nous laisse avec une dernière question, une pensée pour la route. Si toute la vie sur cette planète est connectée, si nous faisons tous, sans exception, partie de la même grande histoire, qu'est-ce que cela peut bien nous dire sur notre avenir commun ?